Stephen King approche de la trentaine lorsqu'il se lance dans l'écriture de sa nouvelle Children of the Corn à la fin des années 70. Ses premiers romans, Carrie et Salem, viennent tout juste de sortir et Shining, Le Fléau et Rage sont seulement dans les starting blocks. C'est pourquoi le King doit encore vendre ses nouvelles à des magazines pour mettre un peu de beurre dans ses épinards, ce qui explique pourquoi Children of the Corn, traduit par Les Enfants du Maïs chez nous, voit le jour non pas dans le recueil Danse macabre comme on pourrait le croire, mais dans le numéro de mars 1977 du magazine érotique Penthouse. Ah, ça vous la coupe, hein? Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison Close. Aujourd'hui, sortez vos faucilles et enfilez votre plus beau chapeau car on va parler d'un film... Ouais, d'un film correct seulement, ouais. Mensonge, sacrilège, agenouille-toi, hérétique! La nouvelle raconte l'histoire de Burt et Vicky Robson, un couple qui traverse les États-Unis en voiture dans une ultime tentative pour sauver leur mariage lorsqu'ils se retrouvent dans le Nebraska avec ses champs de maïs à perte de vue. Alors qu'ils se disputent une nouvelle fois, leur véhicule heurte un jeune garçon et en examinant le corps, Burt découvre qu'il avait déjà la gorge tranchée au moment de l'impact. Le couple enfourne alors le corps dans le coffre et se dirige vers Gatlin, la localité la plus proche, afin de prévenir les autorités. Mais Gatlin s'avère être une ville fantôme abandonnée une dizaine d'années plus tôt. Toutefois, la ville n'est pas aussi déserte qu'elle semble l'être au premier coup d'œil, car elle est en réalité peuplée d'adolescents un brin fanatiques qui vont décider de s'en prendre au couple. On pourrait trouver curieux que King publie une telle histoire dans un magazine comme Penthouse, mais il faut savoir que ce n'était pas la première fois que cela se produisait, car l'année précédente, une autre de ses nouvelles, La Corniche, que l'on retrouvera d'ailleurs aussi au menu de Danse macabre comme Les Enfants du Maïs, avait connu un sort similaire. Je ne sais pas dans quelle mesure ces publications ont rencontré le succès puisque les chiffres de vente du magazine Penthouse de cette époque sont introuvables, mais ce qui est certain c'est que Danse macabre, ou Night Shift dans sa version originale, a trouvé son public lors de sa publication et a remporté le Balrog Award. Et petite anecdote personnelle pour ceux que ça intéresse, Danse macabre est le livre que j'ai le plus lu dans ma vie car j'en ai dévoré chaque nouvelle au moins 4 fois, avec même des pointes à 5 ou 6 pour Les Enfants du Maïs et une autre nouvelle qui a connu récemment les joies d'une adaptation au cinéma, Le Croque-Mitaine. Depuis sa sortie, la quasi-totalité des 20 récits qui composent l'anthologie ont connu les joies d'une adaptation soit filmique, soit au sein d'une anthologie, et dans le cas des Enfants du Maïs, ce ne sont pas moins de 11 putains de longs métrages qui ont vu le jour entre 1984 et 2023. C'est clairement un record pour une nouvelle, on va pas se le cacher, mais ce n'est guère étonnant au vu du potentiel infini du concept des enfants tueurs. Un concept que l'on retrouve d'ailleurs au menu d'excellents films comme Les Révoltés de l'an 2000 ou Devil Times 5 qui est recommandé par Tarantino himself et que l'on retrouvera aussi au programme d'un excellent épisode de South Park qui parodie tous ces classiques, un épisode que je vous recommande d'ailleurs très chaudement. Avant, il y a bien des lunes, on vivait selon les lois des donneurs de vie, mais les donneurs de vie étaient injustes, ils nous faisaient coucher tôt et manger des brocolis. Si on laisse de côté le court-métrage Disciple of the Crow, la première adaptation à éclabousser nos écrans est signée Fritz Kirsch, un réalisateur texan dont c'était alors le premier film et qui ne comptera au final que comme autre fait d'armes notable d'avoir adapté la série de romans gore de John Norman pour le compte de la Canon pour un résultat kitsch au possible. Wow, ça envoie du rêve ça non? Non. Coproduit par les studios Hal Roach et la New World Pictures que les fans de Hellraiser connaissent bien, Children of the Corn, le film part sur de bonnes bases puisque Stephen King rédige lui-même un premier scénario adaptant sa nouvelle. Toutefois, les dirigeants de Hal Roach ne souhaitent pas utiliser ce script parce que, de l'aveu même de celui qui sera engagé pour le réécrire, à savoir un certain George Goldsmith, son scénario commençait par 35 pages de Burt et Vicky se disputant dans une voiture. Il a donc été décidé de raconter l'histoire à travers les yeux de deux nouveaux personnages, des enfants de Gatlin. King se montre peu satisfait par ces changements, mais les studios Hal Roach se rallient à l'avis de Goldsmith et le film part en tournage dans l'Iowa. Pour un résultat que l'on espère à la hauteur du matériau d'origine, et moi le premier au vu de mon amour pour cette nouvelle. Children of the Corn, traduit cette fois par les démons du maïs, s'ouvre sur une charmante visite de la campagne américaine façon massacre à la tronçonneuse, narrée par un gentil bambin du nom de Job. Ça s'est passé il y a 3 ans. Job est un peu perturbé, car dans le bar préféré de son papa, un type sans âme joue au flipper. Cette maladie s'appelle la rouquinitude. Tandis qu'un garçon à la tête un peu trop bizarre, Putain, mais on s'attaque pas au physique des enfants tout de même, hein. Déjà que t'as réussi à placer une vilaine blague sur les roues, alors on va se calmer, hein, mon petit Geoffrey. Ouais, mais tout de même, t'as vu la tête de celui-là? tandis qu'un garçon gentiment différent, disais-je, observe l'intérieur du bar. C'est le moment que choisissent les ados du coin pour signifier à leurs aînés qu'il est désormais interdit par la loi de Gatlin de décorer les murs avec du papier peint aussi moche. Job comprend alors qu'il va devoir se trouver un autre papa.
Et un nouveau job. Et c'est parti pour le générique le moins cher de l'histoire du cinéma, qui se conclut par un plan que n'aurait pas renié Tarantino lui-même. J'aime les pieds, j'aime les pieds, j'aime les pieds. Nous faisons alors connaissance avec Sarah Connor, qui s'appelle ici Vicky, et qui souffre d'un terrible syndrome de synchronisation labiale, A two, a 1, 2, 3, 4. No more process turning. I just lay out late for my burning. ce qui fout la honte à son futur mari, lequel préfère se cacher sous les draps plutôt que d'assister au massacre. Tout se pardonnerait sur l'oreiller si l'employé du motel ne venait pas les déranger pour les foutre à la porte. Pendant qu'à Gatlin, un dissident tente de mettre les voiles parce que tuer ses parents, ok, mais vivre entouré de maïs, non merci. Oh, on a ce principe tout de même, hein. Retour dans la voiture où Vicky tombe sur la station préférée de Donald Trump, Alléluia. Dès qu'elle n'accueillerait point les fornicateurs. Et les homosexuels. avant de malencontreusement rouler sur le dissident. Oh, ça va, c'est qu'un enfant. J'espère qu'il a pas blessé ma femme d'ailleurs, ce petit con. Attends, laisse-moi regarder. Viens ici. Oui. Tu auras seulement un bleu. Détends-toi maintenant. À sa décharge, le gosse était déjà presque mort puisqu'il s'était fait rattraper un peu plus tôt et égorgé dans le champ de maïs par le vilain rouquin. Jean-Guy décide alors que la meilleure chose à faire est d'abandonner le gosse sur la route et sa femme dans la voiture pour s'aventurer dans le champ de maïs muni d'un cric. Ah mais je juge pas, hein. Chacun gère son stress comme il le souhaite. Et alors qu'il trouve la valise pleine de sang du dissident, on découvre que le terrible rouquin Malaki possède visiblement le don de téléportation, puisqu'un coup il est près de la voiture de Vicky, un coup il est plus là, puis il est de nouveau là. Bah oui. Vicky justement se dit aussi que ce serait une bonne idée d'aller regarder sous la veste pour voir si le gosse est encore chaud. Ah, me demandez pas pourquoi, je n'en ai pas la moindre idée, hein. Vous êtes dégueulasse. Mais comme on est dans un film d'horreur et qu'ils ne lui ont pas mis une balle en pleine tête, le gamin se réveille pour un jumpscare putassier qui en fait n'était qu'un rêve. Retour à Gatlin où les sales gosses se font visiblement chier sans les adultes puisqu'ils n'ont plus rien d'autre à faire que de s'initier aux joies du capitalisme. Et la scène dure, jusqu'à ce que le rouquin décide de venir mettre un petit coup de pression à ses cadets et les emmène voir Isaac, le gamin au visage chelou, qui a visiblement mieux à faire que de punir deux gamins qui jouent au Monopoly. Mais il en profite cependant pour rappeler au rouquin qui est aux commandes. Obéis un point, c'est tout, Malaki. Je suis le seul exécuteur de sa volonté. Et tout ça pendant qu'en parallèle, Vicky et Jean-Guy vivent de trépidantes aventures auprès de l'accueillante population locale. Vous pourriez... J'ai plus nous- une goutte d'essence. Non, mais je veux pas Non, d'essence. j'ai pas de gasoil non plus. Mais bon, pour une fois qu'un garagiste n'essaye pas d'arnaquer ses clients, on va pas lui en vouloir. Le vieil homme ne sera d'ailleurs pas récompensé pour son altruisme puisqu'il périra peu après des mains de Malaki. Et comme chacun le sait, Malaki ne profite jamais. Mes chers concitoyens, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conséquences en me retirant définitivement de la vie youtubesque. Ah ok, si vous insistez. De leur côté, Vicky et Jean-Guy ont carrément réussi à perdre la route et roulent à tombeau ouvert au milieu des champs de maïs, parce que pourquoi pas. Sinon, faire demi-tour, non? Personne? Ils retombent finalement sur un chemin praticable et rallient Gatlin, où Isaac est occupé à donner la messe sous le regard de l'homme bleu, un Jésus fait maison à partir du cadavre d'un policier. Ladite messe est également l'occasion pour le rouquin de faire étalage une nouvelle fois de son absence totale d'âme. Qu'ils soient sacrifiés au Seigneur. Vous les ferez périr et offrirez leur sang au Seigneur. Le couple se lance alors dans une exploration hasardeuse de la ville, avant de découvrir que décidément la racaille est partout, puis de perdre leurs traces dans les rues vides de Gatlin. Ils prennent donc la décision la plus sensée qui soit et choisissent de se barrer. Allez, salut. Oui! Oui! Attendez une minute. Mais on n'est qu'à la moitié du film. Je sens que quelqu'un va faire une connerie. Et ouais, heureusement pour l'intrigue, Jean-Guy n'a jamais vu de film d'horreur et se dit qu'aller chercher un téléphone dans une vieille baraque chelou, bah, y a aucun problème. Bah, c'est vrai quoi, pourquoi attendre 20 minutes de rallier la ville la plus proche alors que la maison pourrie, là, c'est indéniablement l'idée du siècle, hein, vous êtes pas d'accord?
Perso, avec un cadavre dans le coffre, je me serais pas arrêté avant de trouver un vrai poste de police avec des policiers dedans, mais bon, chacun fait comme il veut, hein. Moi, je voudrais pas déranger. Et apparemment, même le réalisateur commence à se faire un peu chier puisqu'il se croit obligé de mettre des jumpscares un peu putassiers pour réveiller le spectateur. Et pour qu'on soit tous d'accord sur les termes employés, putassier ne signifie pas réussi. Enfin bon, les recherches de Vicky et Jean-Guy ne sont pas vaines puisqu'ils finissent par tomber sur une gamine, même si celle-ci possède des goûts musicaux un peu particuliers. Jean-Guy a alors cette réflexion pleine de bon sens. Ça a assez duré, il faut se presser un peu. Putain, je te le fais pas dire, Jean-Guy. Je te le fais pas dire. Et on repart pour Gatlin, où Jean-Guy se rend seul en laissant Vicky avec l'enfant. Mais oui, dans une maison inconnue, je le rappelle. Putain, j'aimerais trop voir la réaction des parents de la fillette s'ils rentraient à ce moment-là. Je peux savoir ce que vous faites là? Non mais j'attends juste que mon mari revienne en fait. Dans la chambre de notre fille. Ok, j'appelle les flics. Mais bon, tout ça, Jean-Guy, il s'en fout, il a juste envie de se faire un peu d'urbex dans des décors où du maïs séché a été judicieusement disposé par le chef décorateur. Forcément, ce qui devait arriver finit par arriver, et les sales gosses de Gatlin capturent Vicky pendant que Jean-Guy vit sa meilleure vie d'aventurier en chemise blanche. Bien entendu, il arrive trop tard pour sauver sa belle, et celle-ci se réveille en se disant que cette fois, ça y est, elle est bonne pour un petit bukkake. Le bukkake est un acte sexuel. Non mais ça va pas, non, et la monétisation YouTube alors? Et n'allez pas voir ce que c'est sur Google. Tant pis pour le bukkake, parce qu'un combat de coq éclate entre Isaac et Malaki et qu'il est décidé qu'un hommage au Monty Python s'impose. Au même moment, dans l'église, une petite fête a lieu, mais Jean-Guy s'évertue à jouer les rabat-joie, si bien qu'il interrompt la célébration pour montrer aux enfants les bienfaits d'une éducation saine et responsable. Malheureusement pour lui, cette petite bande d'anarchistes a visiblement un problème avec l'autorité, si bien qu'il se voit obligé de prendre ses jambes à son cou, ce qui le contraint à visiter Gatlin une nouvelle fois, puis à rencontrer les deux fans de Monopoly qui n'ont manifestement pas la fibre capitaliste, puisqu'ils vivent à présent comme deux clodos au fond d'une cave. À l'autre bout de la ville, Malaki écarte Isaac pour prendre le pouvoir du groupe d'anarchistes, pendant que Jean-Guy, épaulé par ses deux mini-moys, décide qu'il est enfin temps de venir en aide à sa femme, hein, mais pas trop vite non plus, puisqu'il attend qu'il fasse nuit alors qu'il faisait jour au plan d'avant. Ouais, il est comme ça, Jean-Guy, la prudence avant tout. Il prend d'ailleurs encore le temps d'admirer les effets spéciaux made in années 80 avant de passer à l'action. Il libère donc Vicky et parvient à vaincre Malaki, qui n'est pourtant pas décidé à accepter sa défaite, mais Isaac revient sous la forme d'un zombie pour lui rappeler qui est le patron. Une tempête se lève, jusqu'à ce que Jean-Guy parvienne enfin à faire cramer l'ensemble du maïs, mettant ainsi fin au calvaire visuel du spectateur. Il retrouve ensuite Vicky, qui n'aura au final été bonne qu'à jouer les demoiselles en détresse, et c'est la fin de Children of the Corn, premier du nom. Ouais bon, on va pas se mentir, hein. Children of the Corn c'est pas un chef-d'œuvre. Hein. La mise en scène est illustrative au possible et échoue à créer la moindre tension, tandis que ses protagonistes errent sans fin dans les ruelles désertes de Gatlin sous la menace des enfants tueurs. Le gore est très timide, tandis que la cruauté de la nouvelle s'est vue évacuée au profit d'un happy end aberrant, là où la fin originelle voyait les enfants s'emparer de Vicky et la crucifier salement, alors que son mari périssait sous les griffes d'une créature gigantesque surgie du maïs. Pourtant, le film s'avère plaisant à suivre, et ça c'est clairement en grande partie grâce à son casting de méchants. Si Peter Horton se montre relativement transparent en Burt Robson et que Linda Hamilton est loin de la badassitude de Sarah Connor, la faute à son personnage qui passe son temps à se plaindre sans jamais agir. Leurs opposants s'avèrent en revanche des monstres de charisme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, John Franklin a déjà 25 ans lorsqu'il est engagé pour incarner Isaac, le leader spirituel de la secte des enfants du maïs. Enfant, Franklin souffrait d'un déficit en hormones de croissance, ce qui explique qu'il ne mesure qu'1,50 m à l'âge adulte, une caractéristique qui tranche avec son rôle de leader de la secte, mais qui lui confère une aura tout à fait particulière. Pour l'anecdote, sa petite taille sera également mise à profit par Barry Sonnenfeld, puisqu'on pourra apercevoir l'acteur en cousin machin dans les films de la famille Addams.
Dans Les Démons du Maïs, il est épaulé par le dénommé Courtney Gaines qui donne tout ce qu'il a pour faire de Malachi un antagoniste mémorable, et force est de constater que ses efforts seront récompensés, car ce rôle qui était alors son premier au cinéma restera celui de sa vie malgré une filmographie qui compte à ce jour pas moins de 129 occurrences sur IMDb. Étranger! Tu m'entends? Tu m'entends? Non. À eux deux, ils portent clairement Les Démons du Maïs, qui par ailleurs ne serait qu'une série B parfaitement oubliable et même pas soutenue par des effets spéciaux que l'on jurerait surgis d'un nanar des années 60. Pourtant, cela n'a pas empêché le film de rapporter pas moins de 15 millions de dollars pour un budget de 800 000 seulement et enfanter une dizaine de rejetons dont le plus récent à ce jour est sorti en 2023. T'inquiète, on reparlera de toi en temps voulu le nouveau, parce qu'il y a des choses à dire. Hein. Oh oui. Et cela, selon moi, on le doit clairement à la double performance habitée de Courtney Gaines et John Franklin, mais aussi au fait que cette histoire résonnait avec l'actualité récente de l'époque. George Goldsmith a en effet révélé qu'une grande partie de l'histoire n'était rien d'autre qu'une métaphore de la révolution iranienne, avec la prise de contrôle de la ville par des fanatiques religieux agissant pour le compte de leur dieu, le tout inspiré de l'ayatollah Khomeini et de sa garde révolutionnaire qui s'était emparée de l'Iran en 1979. Dans cette optique, Burt et Vicky devenaient une analogie des otages américains, tandis que Goldsmith utilisait les codes du film d'horreur pour exposer les dangers et les maux du fondamentalisme religieux. Cependant, peu de critiques remarqueront ce sous-texte, préférant se concentrer, et on les comprend tout à fait, sur la performance de ses acteurs principaux. Le reste du casting ne vaut malheureusement pas la peine d'être mentionné puisqu'aucun nom notable ne s'en dégage, contrairement à certains des opus suivants qui verront de futures stars hanter les champs de maïs. Mais ceci, les amis, est une autre histoire. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a fait marrer, que vous avez appris des choses, si c'est le cas, vous savez bien, le petit pouce bleu fait plaisir, le petit commentaire fait plaisir, et la petite cloche pour s'abonner fait également plaisir. Je vous remercie énormément pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir, vos retours sont extrêmement plaisants à lire, donc je vous dis à bientôt pour la vidéo de Destination Finale, et attention ça va couper!